Bienvenue dans cette édition du journal de ce jeudi 18 juillet 2024. Le comité de conjoncture économique s'est réuni à la primature mercredi 17 juillet 2024 sous la présidence de la première ministre, Judith Suminwa Tuluka, afin d'examiner la situation économique du pays. Gisèle Etoko pour plus de détails. Terminer à stabiliser la monnaie nationale et pallier à l'inflation afin de renforcer et protéger le pouvoir d'achat des citoyens, les membres du comité de conjoncture ont au cours de cette séance de travail examiné la question de la rationalisation et de la régulation des dépenses publiques. Dans cet élan d'assainissement budgétaire, le comité de conjoncture économique a recommandé d'intensifier les efforts en cours à travers une discipline budgétaire plus accrue pour les trésors et davantage d'interventions ciblées sur les marchés d'échange pour la Banque centrale du Congo. Dans la même logique, le comité de conjoncture économique a recommandé de relancer les projets d'investissement clés du gouvernement tels que le PDL 145 territoires. À ce sujet, le comité a demandé au ministre du Budget et des Finances de planifier les décaissements pour achever les travaux du premier volet et de lancer ceux du second volet qui concerne notamment les routes de desserte agricole. C'est dans cette optique qu'il a été aussi décidé de maximiser les recettes de l'État. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes apaisantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. Ces mécanismes de lutte contre la minoration des valeurs des produits miniers et de la fraude sur les produits pétroliers sont d'ores et déjà enclenchés, de quoi espérer un accroissement sensible des recettes de l'État. Depuis son entrée en fonction, le gouvernement Suminwa multiplie des efforts pour à la fois limiter l'augmentation des dépenses en priorisant les plus essentiels et éponger un peu plus les liquidités excédentaires du côté de la Banque centrale du Congo. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F.Bazaiba Massoudi, a été invitée à la 56e journée du barreau. À sa double casquette de membre du gouvernement et d'avocat, F.Bazaiba Massoudi a profité pour solliciter l'implication des avocats dans la gestion de l'environnement qu'il a développé au cours de son exposé intitulé l'avocat face aux défis de l'environnement au cas de la République démocratique du Congo. Doudou Montiri pour le reportage. Les conseils de l'ordre du barreau de Kinshasa-Matete a célébré ce jeudi 17 juillet 2024 la 56e journée scientifique du barreau congolais. Pour cette journée, le Conseil de l'ordre du barreau de Kinshasa, Matete, a mis un accent particulier sur l'environnement. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, F.Bazaiba Massoudi, invitée de cette journée scientifique, a dans sa double casquette du membre du gouvernement et d'avocate de formation, a dans son exposé intitulé « L'avocat face aux défis de l'environnement, cas de la République démocratique du Congo », conscientiser ses pairs de la toge noire à s'impliquer dans la gestion de l'environnement en apprenant les gestes écologiques et autres pour le bien de tous. Face à ses confrères, Maître F.Bazaiba a étalé le secteur qui régorge l'environnement tout en martelant sur l'aspect assainissement. Elle a rassuré ses hommes de droit que le gouvernement central, via son ministère, est déjà à pied d'œuvre pour la conception de politiques nationales d'assainissement dans les provinces, les entités déconcentrées. Et pour lier sa parole à l'acte, la ministre d'État a remis d'une manière symbolique et officielle aux bâtonniers de l'ordre une copie du Code vert pour sa vulgarisation auprès des avocats. La journée du barreau
nous permettra de poser le diagnostic de la gestion de tous les écosystèmes de la République démocratique du Congo en vue d'accompagner les pays dans toutes les résolutions en faveur de la protection de son environnement, car aujourd'hui, la RDC a la responsabilité aussi de protéger l'humanité. Le bâtonnier national et bâtonnier de l'ordre du barreau de Kinshasa Matete salue cette initiative de vulgarisation des codes verts congolais aux avocats afin de les outiller à certains concepts du secteur environnemental. Donc vous avez suivi l'excellence quand elle a développé les termes. C'est-à-dire c'était une journée des avocats, comme vous le dites, mais il y a des matières traitées par les avocats et nous sommes obligés de les connaître. Là, elle a développé un thème très très important et forcément nous allons l'appeler parce que ça n'a pas été jusqu'à la fin. Donc l'environnement, c'est un thème qui a été développé par le ministre qui constitue une matière de droit. Donc les avocats pratiquent le droit et les droits et aussi les droits de l'environnement. Nous pouvons avoir des connaissances et puis En effet, la date du 10 juillet 1968 a constitué un nouveau départ avec une nouvelle loi qui a régi l'ordre des avocats, comme conséquence la création du bâtonnat, du Conseil de l'ordre et de l'Assemblée générale comme organe du barreau. Tout à fait autre chose. À présent, les États-Unis annoncent la prolongation de la trêve humanitaire entre RDF M23 et les forces armées de la République démocratique du Congo pour 5 jours supplémentaires. Une décision saluée par le département d'État américain qui invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire leurs armes. Suivez plutôt ces récits de Maxime Macabou. À 48 heures de l'expiration de la première échéance, la trêve humanitaire entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par Kigali a été prolongée de 15 jours. Par voie des communiqués rendus publics mercredi 17 juillet 2024, le département d'État américain salue cette nouvelle prolongation et invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire leurs armes, permettre les retours volontaires de personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables dans l'Est de la République démocratique du Congo. Depuis la résurgence des rebelles du 1-23 en 2021, soit 2 ans après l'accession de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, ces mouvements soutenus par le Rwanda s'est emparé de vastes pans de territoire du Nord Kivu, allant jusqu'à presque encercler le chef-lieu de la province, la ville de Goma. Il y a quelques semaines, les rebelles ont conquis de nouvelles localités sur le front nord, provoquant de nouveaux déplacements de populations. Selon le mouvement citoyen Lucha, 87 villages sont occupés par l'armée rwandaise et le M23 dans les territoires de Rutshuru, Masisi, Nyiragongo et Lubero de la province du Nord Kivu. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont récemment abandonné Kanyabayonga, soumise depuis plusieurs semaines au tir de l'artillerie du M23 soutenu par le Rwanda. Cette situation a conduit à l'ouverture de plusieurs procès en flagrance avec de peines de mort pour certains officiers et militaires. Notez que pendant la trêve humanitaire, de violents combats ont été signalés sur plusieurs fronts de la province du Nord Kivu. Les rebelles du 1-23 soutenus par Kigali se sont illustrés par des attaques contre les populations civiles, causant la mort de plusieurs citoyens congolais. L'explosion d'une bombe larguée par le rebelle a fait au moins 7 morts et 4 blessés dans les quartiers Nyamoma à Bweremana. De réaction depuis le Nord Kivu après l'annonce de la prorogation de 15 jours de la trêve humanitaire sur demande des États-Unis. Placide Nzilamba, acteur de la société civile dans ces coins du pays, appelle la communauté internationale de dire clairement au Rwanda de retirer ses troupes en République démocratique du Congo en lieu et place de distraire l'opinion
avec de trêve. Il est au micro de notre correspondant depuis Nord Kivu, Joël Kamabou. La trêve n'a pas été respectée. Effectivement, la première trêve imposée par les États-Unis à l'armée congolaise en guerre contre l'armée rwandaise. L'armée rwandaise n'a pas respecté la trêve parce que tout simplement, elle a un objectif bien défini et elle sait très bien que les choses en politique se font de bonne foi. Et c'est pourquoi l'ennemi lui en profite pour encore reconquérir d'autres villages par-ci par-là, sur tout le territoire de Massissi. Alors pour nous, c'est dire que l'ennemi n'a jamais respecté aucun accord. Vous savez que depuis il y a plus de 30 ans que cette guerre existe, les mêmes instigateurs, les mêmes acteurs matériels sont toujours sur le terrain, n'ont jamais été inquiétés. Alors quand ils savent qu'ils ne sont pas inquiétés, comment ils vont respecter une trêve? Alors, une trêve n'a pas d'importance pour eux. Alors, pour nous, c'est une distraction tout simplement, et demander au gouvernement congolais de ne pas se laisser emballer dans cette aventure qui continue à donner de la chance à l'ennemi de faire mieux ou de se faire de la santé dans la conquête d'autres entités. Alors, le gouvernement congolais devait aussi s'organiser rapidement avec son armée et donner tous les moyens nécessaires aux militaires pour qu'ils lancent les opérations et qu'ils parviennent à reconquérir tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi. C'est ça l'objectif final que le gouvernement devait se fixer et non se laisser emballer par des histoires de trêve qui ne favorisent que l'ennemi. Quelle est la méthode proposée-vous? Donc, c'est proposé aussi aux États-Unis d'Amérique de ne pas distraire les Congolais avec les trêves, de demander seulement au Rwanda de retirer son armée sur le sol congolais et même l'Ouganda. Et puis, si le Rwanda va s'entêter, c'est les sanctionner économiquement pour qu'il manque les moyens afin de continuer cette belligérance ici à l'est de la RDC. Et pour le gouvernement congolais, c'est d'engager les opérations militaires pour libérer tous les espaces sous l'emprise de l'ennemi. Autre chose, aide humanitaire, non, ça c'est une distraction aussi. La vraie aide humanitaire est celle qui consiste à donner aux gens, à nos populations la paix, que ces populations rentrent chez elles pour vaquer librement leurs occupations champêtres, parce qu'elle est en majorité agricultrice. De son côté, Jean-Fidèle Boyo, délégué général de la société civile Émergence du Congo, appelle les forces armées de la République démocratique du Congo à attaquer cette fois-ci le Rwanda si ces derniers violent à nouveau la mesure de la trêve humanitaire dans l'est du pays. Il a dit à Maxime Makabou. Suivez. Je pense que c'est un principe international. Nous n'allons pas nous de côté de ça, mais si ça s'avérait que le Rwanda viole cette fois-ci, nous devons l'attaquer jusqu'au bout. Parce que nous ne pouvons pas rester ou demeurer dans le défensif non plus. En dehors de ça, nous aussi, de notre part, nous devons nous organiser en attendant à ce qu'il y ait l'installation du bureau définitif du Sénat, parce que nous, comme acteurs congolais et acteurs des organisations de la société civile, nous allons recommander au chef de l'État de convoquer les congrès du Parlement pour que nous puissions déclarer ouvertement et solennellement la guerre avec le Rwanda. Pendant les 15 jours, cela nous permet aussi de nous organiser. Nous estimons que le complot est tellement, jusqu'à tel point qu'on continue à nous affaiblir avec les trahisons en interne. Il y a des Congolais qui font le jet des Occidentaux, le jet du Rwanda. Nous sommes en train de nous battre jusqu'au bout. Non, c'est pas ça la lecture. Le problème est que de part et d'autre, nous devons profiter. L'adversaire profite de ça pour s'organiser. Nous aussi, nous profitons de ça pour s'organiser. Et il n'y a pas question de dire qu'on a fait en faveur de Rwanda, mais il s'avérait indispensable de dire que si cette fois-ci le Rwanda viole, nous allons attaquer sans respecter cette situation de trêve.
Parlons autre chose. À présent, le Royaume de Belgique dénonce l'afflux de Congolais demandeurs d'asile qui parfois, avec de déclarations mensongères, une question se pose. Pourquoi les Congolais de la République démocratique du Congo quittent-ils leur pays pour l'étranger? En tout cas, la plupart de Quinois interrogés ce jeudi 18 juillet 2024 évoquent la situation sociale qui n'est pas réluisante au pays. Suivez. Normalement, les gens sont sereins, restent à son bord. Mais quand le bateau commence à tanguer, c'est-à-dire à bouger dans tous les sens, il y a la panique à bord. Même si c'est pas un danger réel, mais le fait qu'il tangue, il y a des gens qui prennent des précautions pour pouvoir mettre leur gilet de sauvetage ou alors sauter dans l'eau pour certains qui n'ont pas bien réfléchi. Mais il s'avère qu'on est dans un pays, on ne peut pas dire que tout va bien dans ce pays. On ne peut pas le dire. On sait que chaque jour qui passe, le prix des denrées alimentaires ne cesse d'augmenter. On sait que dans ce pays, dans notre pays, notamment dans la ville de Kinshasa, pour se déplacer, c'est tout un problème. On sait que dans certains coins de la capitale, dans certains quartiers, presque dans toutes les communes, il y a toujours des coins difficiles où il y a des koulouna qui menacent les gens. Les gens sont obligés de rentrer chez eux vers 18h ou au plus tard 20h, etc. Il y a pas mal de problèmes qui se posent à notre vie, dans notre ville, qui peuvent faire en sorte que beaucoup soient tentés, même si c'est pas simplement lié à ça. Beaucoup veulent aller dans des horizons où ils peuvent trouver un emploi, où ils peuvent trouver un peu d'argent pour pouvoir aider leur famille. Je pense que ce sont les raisons des bases qui font que les gens cherchent à aller à l'étranger, notamment en Belgique. La souffrance, nous Congolais on souffre, il y a une souffrance atroce. Aujourd'hui, le pain coûte combien? Le pain c'est à 1500 francs, c'est à 1000 francs, 1500 francs, et puis la quantité du pain. Donc, même moi pour manger du pain, je dois dépenser au moins 4000, 5000 pour manger du pain. Alors avec mes enfants, mais juste pour déjeuner le matin, je dois avoir un 20 000, et le soir. Donc vous arrivez à 50 000, 60 000 la journée. Donc la souffrance, elle est tellement atroce que la population n'en veut plus. La population veut s'exiler là où il y a un peu de quoi manger facilement. Les faits, il y a des Congolais qui sont en Belgique, ce sont des traîtres. Mboka na biso ezaka moko tozana ngo Congo ezala pasi ezala esengo tozala na kati ya mboka to bundela mboka mais soko moni Congolais belé bazo kima bazo kende Belgique ba ambassade de France etc. ce sont des traîtres ba bazo trahir mboka na biso ba monité moi mukebo bako changa maboko l'essentiel na kimalanga yango ndo moni bazo kima mais les vrais Congolais yo journaliste ngai le petit peuple to vandeli mboka on ne bouge pas mais bango ba bazana makoki ba yibi na gouvernement basayo bazo kima nini ba ya biso nyonso to bundela mboka. C'est ça la réponse à l'organisation de la Congo est pour la misala. Mais si vous avez mabongo, même bisonyon sont aux obons sabana, ce qui est quoi ils ont monani à Kendaka. Bana mais Mikolo boya to vanda to bundela mboka. Bana nde bazana makasa kende ko sokola basani ya kende ko sokola bibemba sala de n'importe quoi. Azwa moi mi fait pour na ko songa ba congolais. Mais misala vraiment fatiata la sociale. Misala les a passé. Parlons à présent de l'invitation du procureur général près la Cour de compte lancée aux fins d'audition de l'inspecteur général de finances, chef de service Gilles Alinguete, ses collaborateurs et les directeurs généraux de la GECAMINE. De réaction ne cesse de tomber à ce sujet. L'acteur politique Ludovic Milambo estime que c'est une démarche biaisée, d'autant plus que la procédure n'a pas été respectée. Il est au micro de Junior Bolafa et Lola Kinyamba. Je dirais, madame, que la Cour de compte est compétente à pouvoir auditionner, n'est-ce pas, le chef de service, l'inspecteur général Jules Alinguete. Mais sauf que c'est un théâtre lorsque vous voyez
une invitation lancée par le président près de la Cour de compte qui n'a pas respecté, n'est-ce pas, la procédure dans son article 159 de la Constitution qui dispose de l'organisation, la composition et le fonctionnement, n'est-ce pas, de la Cour de compte qui est fixée par une loi organique. Cela veut dire que pour qu'il y ait une invitation, pour qu'il y ait une ouverture de dossier, il faut que le premier président de la Cour de compte puisse mener une enquête, une investigation ou une mission après avoir constaté une gestion qui va maintenant saisir ou écrire au PGP de la Cour de compte pour ouvrir un dossier contre les incriminés. Chose qui a été l'inverse, et à ce cas-là, nous ne pouvons pas regarder ou rester indifférents par rapport à ce dossier. Nous avons vu que le PG a violé les tests et il doit être révoqué ou doit démissionner de son poste par rapport à l'article 158 de la Constitution, parce que le PG n'a pas manifesté ce qu'on appelle l'expérience dans son domaine. Moi, je pense que c'est un théâtre, cette invitation tombe cabine, l'UGF ne va pas répondre. Mais si le premier président de la Cour de compte pense qu'il peut mener des enquêtes et des investigations pour écrire au PG afin de déceler Jules Alinguété, en tout cas, nous allons venir. Parce que Jules Alinguété n'est pas intouchable, parce que l'UGF n'est pas aussi intouchable. L'UGF va répondre aux questions. Et s'il y a des sanctions, l'UGF va répondre aux sanctions. Donc pour l'instant, cette lettre tombe cabi et arrêtez de faire des théâtres, arrêtez de vous attaquer à Jules Alinguété. Alinguété est là pour faire le travail qu'on a signé par le chef de l'État, celui de contrôler. Donc nous allons continuer à contrôler et à faire notre travail, parce que les inspecteurs de finances peuvent aussi faire le travail des formateurs. Donc ne cherchons pas à théâtraliser des choses, à dramatiser des choses. Donc nous sommes là derrière le chef de l'État et j'appelle la Cour des comptes et l'UGF à fournir les efforts, à travailler en synergie pour répondre aux attentes de la population congolaise, mais aussi aux attentes du chef de l'État. Au Nord Kivu, les députés nationaux de la ville et territoire de Béni séjournent dans la région afin de s'imprégner de la situation sécuritaire dans la zone, ainsi qu'à travers un meeting populaire organisé dans la cité frontalière, plutôt dans la cité frontière de Kassindi. Les députés Vangu Mawa a appelé la population à la résistance face à l'agresseur. C'est ce que nous rapporte notre correspondant sur place, Joël Kamabou. Suivez. Pendant leurs vacances parlementaires, les députés nationaux de la ville et territoire de Béni sont arrivés dans la cité frontalière de Kassindi pour échanger avec la population. Le député national, Kampala Moussavouli Eliva Oumawa, rapporté du Congrès des élus nationaux du Nord qui voit rappeler mardi la population qui la région de Béni reste confrontée à plusieurs défis et le grand défi reste celui du rétablissement de la sécurité. Il a dit lors d'un meeting animé mardi 16 juillet 2024 de la Kassindi par c'était des députés nationaux élus de la région de Béni. Ces derniers rappellent que son fait électoral reste confronté à plusieurs défis, dont celui du rétablissement de la sécurité, le développement et socio-économique. La foule qui a accueilli les députés nationaux à Kassindi, il a rassuré que les députés nationaux élus du territoire de Béni sont soudés à travailler ensemble pour que la paix revienne à Béni et Lubero. Par ailleurs, l'élu du peuple a profité de cette occasion pour sensibiliser la population au patriotisme, de l'amour du pays et à la résistance contre les agresseurs. Durant leur séjour dans la région de Béni, les députés nationaux vont échanger avec les autorités militaires et la population pour comprendre à profond les problèmes sécuritaires afin de proposer des pistes de solutions au gouvernement congolais. Le 18 juillet de chaque année, c'est la journée internationale Nelson Mandela. Une journée déclarée par l'Assemblée générale des Nations unies en reconnaissance à la contribution que l'ex-président sud-africain a apportée à la lutte pour la démocratie et à la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale. Autre détail avec Gisèle Etoko. Novembre 2009, que l'Assemblée générale des Nations unies a déclaré par sa résolution A/RES/6413 le 18 juillet, Journée internationale Nelson Mandela. Cette résolution reconnaît la contribution que l'ex-président sud-africain a apportée à la lutte pour la démocratie et la promotion d'une culture de paix et de liberté à l'échelle internationale. En effet, pendant 67 ans, Nelson Mandela a mis sa vie au service de l'humanité en tant qu'avocat spécialiste des droits de l'homme, prisonnier de conscience, architecte international de la paix et premier président démocratiquement élu d'une Afrique du Sud libre.
Ainsi, chaque année, la Journée internationale Nelson Mandela rappelle que chacun à son niveau peut agir et inspirer les changements autour de lui. Chacun d'entre nous a la possibilité et la responsabilité de changer le monde pour le rendre meilleur. La date du 18 juillet, jour de l'anniversaire du grand homme, représente un choix stratégique dans l'idée de maximiser l'impact et la portée de cette journée dédiée à l'héritage de Nelson Mandela et à la promotion de ses valeurs humanistes. Le 18 juillet de chaque année, jour de la naissance de Nelson Mandela, l'ONU se joint à la Fondation Nelson Mandela pour exhorter le monde à consacrer 67 minutes de son temps à aider les autres afin de commémorer la journée internationale qui lui est consacrée. 67 minutes de son temps à passer pour servir les autres et le bien public en souvenir de 67 années de militantisme du vieux leader sud-africain aujourd'hui décédé. Notez qu'en décembre 2015, l'Assemblée générale décide d'étendre la portée de la journée internationale Nelson Mandela afin de promouvoir des conditions de détention humaine, ceci pour sensibiliser l'opinion au fait que les détenus continuent de faire partie de la société ainsi qu'à reconnaître l'importance particulière du travail social accompli par le personnel pénitentiaire. Parlons sport à présent avant de nous séparer. Le léopard karaté de la République démocratique du Congo ont fait preuve d'abnégation et de la personnalité en ramenant 19 médailles dont 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze lors de championnats d'Afrique région centre organisé au Cameroun à Yaoundé du 13 au 17 juillet 2024. Suivez. Deuxième, sur la place occupée par le léopard karaté de la RDC lors des championnats d'Afrique région centre derrière le Cameroun, pays hôte, tenu du 13 au 14 juillet 2024 à Yaoundé. Les fauves congolais sont rentrés du pays des Paul Biya par les Bitsungobila avec une moisson très satisfaisante des 19 médailles, soit 6 en or, 7 en argent et 6 en bronze. Quoi de plus normal que ces léopards soient accueillis en héros avec un carnaval motorisé à travers les grandes artères de Kinshasa avant de chuter au centre sportif de judo de la police nationale congolaise pour le grand bonheur de Mardoché Kwitonda, médaillé d'or. Je suis fier de moi et fier de mes coéquipiers. Vu qu'on a travaillé pendant 2 mois pour cette compétition, vu que le championnat d'Afrique centrale, c'est pas une compétition facile. On devait aller au Cameroun, battre le Camerounais chez eux. Et c'était pas facile, c'est que le Cameroun, ils ont un bon public. Il fallait être concentré et très sérieux pour remporter la médaille d'or à cette compétition. Satisfaite du travail produit par ces poulains, Nassi Tchaba n'a pas manqué de livrer ses impressions en qualité de technicien. Le championnat avait un niveau élevé, alors il y avait vraiment la représentativité, comme cette fois-ci 7 pays, en tout cas sur 10 ou 9, c'était déjà beaucoup. Alors même les pays qu'on négligeait avant, ils étaient vraiment en forme. Et je tiens aussi à féliciter nos athlètes parce qu'ils avaient aussi leurs oreilles pour nous écouter. Voilà pourquoi nous avons récolté les fruits que nous avons ramenés au pays. De son côté, Maître Freddy Lakombo, le président de la Fédération des karaté-do du Congo, estime que ces résultats n'est que le fruit d'un travail acharné tout en exprimant sa large satisfaction et sa gratitude à l'endroit des autorités du pays qui n'ont ménagé aucun effort afin d'en arriver là. Nous disons grand merci à tous ceux qui nous accompagnent, grand merci au gouvernement congolais, grand merci à tous ces techniciens qui sont avec nous parce qu'ils mouillent les kimonos, ils mouillent les survêtements pour que nous arrivions à ces résultats. Nous avons pris l'engagement avec le gymnase de la police pour qu'ils s'entraînent ici pendant 18 séances. Donc ça fera 6 semaines de 3 jours en dehors de la préparation physique au stade de Martyrs. Nous croyons que à Tunis, le 2 septembre, nous n'irons pas faire piètre figure. De tout ce temps, nous n'avons jamais visé très haut, mais cette fois-ci, nous croyons qu'au niveau africain, nous ramènerons des médailles d'or et ça sera la fierté de toute une nation. C'est sous une ambiance électrique que les festivités se sont clôturées. C'est la fin de cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de votre aimable attention. Retrouvons-nous encore demain à la même heure. Au revoir.